Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc dans la nouvelle géopolitique des minerais critiques, c'est notre thème d'actualité. Il faut dire que le terme est discret, mais on le voit s'imposer progressivement dans le vocabulaire des relations internationales. Il s'agit de la diplomatie minérale, où les minerais sont indispensables à la transition énergétique, aux technologies de pointe ou encore à la sécurité industrielle. Ce nouvel ordre mondial des ressources naturelles est marqué par la signature récente à Washington d'un accord cadre entre le Maroc et les États-Unis sur les métaux critiques et les terres rares. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a d'ailleurs explicitement mis le Maroc sur la carte mondiale des chaînes d'approvisionnement critiques, le qualifiant de partenaire fiable et acteur clé de la diversification mondiale. Et cette dynamique dépasse le seul cadre bilatéral. Selon un rapport de l'Africa Finance Corporation, l'Afrique concentre à elle seule près de 20% de la richesse minérale mondiale, avec une dotation estimée à près de 29 500 milliards de dollars. Une richesse immense, mais encore largement sous-valorisée, car trop souvent exportée brute, sans transformation industrielle, encore moins ni création de valeur locale. La bataille des minerais ne se joue donc plus uniquement sur l'extraction. Mais sans corridor logistique, sans énergie compétitive, sans zone industrielle intégrée, la richesse minérale reste une promesse inachevée. Et cette séquence offre au Maroc une opportunité pour ancrer une véritable stratégie industrielle et des partenariats afin de se positionner comme plateforme régionale en Afrique, dans le sud global et avec l'Occident. Mais cette opportunité appelle aussi des choix. Les minerais, oui, mais quel modèle de puissance industrielle voulons-nous construire avec? Quelle valeur ajoutée à capter localement? Comment aligner exploitation, transformation et industrialisation? Et enfin, comment se prémunir des risques de dépendance ou de subordination? Ce soir, nous explorons ces questions avec mes chers invités. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'Actu, spécialiste senior au département de recherche en relations internationales au sein du think tank marocain Policy Center for the New South, Oussama Taïbi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter et se joint à nous depuis Paris, Amaury de Féligonde, cofondateur d'Ocan Partners, une société de conseil en stratégie et de conseil financier dédiée à l'Afrique. Bonsoir, monsieur de Féligonde, et merci à vous de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, le moment est donc critique, on parle de minerais critiques et on parle aussi de diplomatie minérale. Qu'est-ce que c'est, Oussama Taïbi ? Je crois que cette terminologie de diplomatie minérale se réfère à l'ensemble des dynamiques que nous voyons aujourd'hui, à l'ensemble des recompositions qu'on voit aujourd'hui par rapport à la fois aux chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, mais aussi aux stratégies déployées par un certain nombre de pays, les économies avancées pour diversifier leurs partenaires, mais aussi les économies émergentes et les pays du Sud, pour essayer de prendre cette fenêtre d'opportunité pour monter en valeur et pour essayer de réaliser leur ambition en matière de transformation locale des ressources, ce qui est resté un vœu pieux depuis les indépendances et semble aujourd'hui à la portée de main. Et donc, c'est une fenêtre d'opportunité qui semble aujourd'hui historique pour ces pays de réaliser cette ambition et de créer de la valeur localement, de diversifier leurs économies et de ne plus dépendre des aléas, des cours des matières premières brutes. Et des aléas aussi de pression géopolitique de part et d'autre. Quand on voit aussi cette guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis, on voit que les minerais critiques constituent aujourd'hui un des nerfs de la guerre, si ce n'est le nerf de guerre principal. Absolument. Je crois qu'à partir du début de la décennie 2010, on a vu d'une certaine manière une instrumentalisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, en terres rares, à des fins géopolitiques. Donc, à chaque fois que nous avons eu un certain nombre de différends, que cela soit des différends territoriaux ou bien des différends commerciaux, la carte minerais critiques
terres rares a été joué par les pays concernés. Et si on doit prendre un exemple concret, on a eu l'exemple de la Chine en octobre 2025, notamment dans le cadre des tensions commerciales avec les États-Unis. Et donc la mise en place de restrictions à l'exportation des terres rares. Et donc on a vu toute la séquence qui a culminé sur le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Et la décision de suspendre cette décision pour un an. Et donc la contrepartie américaine de réduire les tarifs de 20 à 10%. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est une instrumentalisation de cette carte est aujourd'hui jouée dans le cadre des tensions géopolitiques et des tensions commerciales. Mais il faut aussi regarder le contexte général dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui d'une fragmentation géopolitique, celui de tensions économiques très fortes. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui cet intérêt pour la question des minerais critiques et pour, on va dire, la recomposition des chaînes d'approvisionnement. Alors, j'aimerais bien entendre aussi mon autre invité sur la question... Monsieur de Féligonde, Amaury de Féligonde, si quand on entend aujourd'hui diplomatie minérale, on parle littéralement du nouveau pétrole politique de notre ère. Oui, c'est ça. Si on parle de minerais critiques, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est critique parce qu'il y a des risques de rupture d'approvisionnement, et on vient d'en parler. Rupture d'approvisionnement qui vient notamment du fait que la Chine, aujourd'hui, contrôle et a le quasi-monopole sur le raffinage de très nombreux minerais critiques. Aujourd'hui, c'est à peu près 85% des terres rares qui sont raffinées par la Chine. C'est 70% du lithium mondial, c'est 84% du nickel, c'est 85% du cobalt. Souvent d'ailleurs des minerais qui viennent d'Afrique. S'agissant par exemple de la bauxite, ça vient à 25% de la Guinée-Conakry. Sur le manganèse, ça vient essentiellement du Gabon et de l'Afrique du Sud. Donc on a aujourd'hui une mainmise d'un très grand acteur industriel qui est la Chine, qui intègre totalement des chaînes de valeur et a la capacité de pouvoir, je dirais un peu plier le reste du monde à sa volonté dans le cadre de ces guerres commerciales, de ces guerres géopolitiques un peu larvées, c'est un peu des guerres froides, qui ont cours actuellement et qui ont été exacerbées depuis le début du deuxième mandat de M. Trump. Donc on a ici un rôle central de l'Afrique, avec évidemment une très grande importance à ce que le continent africain, à commencer par le Maroc, puisse prendre la main sur son avenir, non seulement en mettant en place des capacités minières, en développant des nouvelles carrières, des nouvelles mines sur ces différents minerais critiques, mais aussi en mettant en place de façon intégrée, grâce à ce que vous avez cité tout à l'heure, un environnement des affaires qui soit plus favorable aux investissements étrangers, des ressources en énergie, notamment des énergies vertes, permettant de transformer ces minerais à moindre coût, mettre en place des programmes de formation pour que les talents humains puissent travailler dans ces unités industrielles, et de cette façon, de faire en sorte que l'Afrique, qui est encore très en retrait, puisse transformer sur son propre territoire tous ces minerais critiques de façon à pouvoir capter de la valeur ajoutée locale, avoir des emplois qualifiés locaux et à ce que les différents pays, que ce soit le Gabon, que ce soit la Guinée, que ce soit le Maroc, puissent mettre en œuvre ces politiques industrielles et en bénéficier. C'est aujourd'hui tout à fait critique, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, nous allons y revenir aussi parce qu'il y a des obstacles, parce que c'est bien de peut-être citer les prérequis pour qu'on puisse développer réellement une industrie
minière critique, pour le coup, pour notre continent, mais il y a certains obstacles qui persistent, nous allons y revenir. Mais avant, vous avez évoqué justement ces partenariats, ce positionnement déjà établi de la Chine sur le continent. C'est déjà très important de par son positionnement sur ces minerais critiques. Vous avez cité le cobalt, le manganèse, ainsi que le lithium, et j'en passe. Mais avant, je voudrais revenir sur un autre acteur aussi, tout aussi important que la Chine. Il s'agit des États-Unis, parce que maintenant, on ne peut pas évoquer la Chine sans évoquer les États-Unis. Cet accord cadre, je voudrais revenir sur ce tweet d'ailleurs de la diplomatie américaine, sur cet accord signé la semaine dernière en marge du sommet ministériel sur les minerais critiques organisé à Washington. Ce tweet du département d'État américain sur les minerais critiques qui sont essentiels aux appareils que nous utilisons chaque jour. Ils alimentent nos infrastructures, notre industrie, notre défense nationale. Notre objectif et donc de disposer d'un marché mondial sûr, de chaînes d'approvisionnement durables, disponibles pour tous les pays à un prix abordable. Il s'agit d'une priorité absolue pour cette administration. Alors, cet accord est stratégique pour les États-Unis, on l'aura bien compris avec des termes très simples et très directs de l'administration américaine. Pourquoi cet accord, Oussama Taïbi, signé avec les États-Unis, est un moment stratégique pour notre pays, pour le Royaume du Maroc ? Je crois tout d'abord, avant de détailler ce qu'apporte cet accord à notre pays, qu'il est important de voir cet accord dans le cadre de ce que l'administration Trump a entrepris en matière de minerais critiques. Aujourd'hui, nous avons vu l'administration Trump lancer un certain nombre d'initiatives. C'est lié au contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces initiatives, elles portent à la fois sur la constitution, par exemple, d'un stock stratégique. Donc, c'est l'initiative VOLT qui a été lancée très récemment. On a vu l'initiative PAC Silica, donc qui lie à la fois les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on a vu un certain nombre adhérer à cette initiative, donc qui est une initiative du département d'État. Et on a eu la semaine dernière, au cours de la ministérielle sur les minerais critiques, le lancement d'une nouvelle initiative, donc FORGE, qui est le Forum on Resource Geostrategic Engagement. Donc c'est une nouvelle initiative qui porte, qui crée d'une certaine manière un marché avec des prix planchers pour essayer aussi de donner des incitations aux différents acteurs et éviter de ce que le vice-président des États-Unis a dit, que des acteurs viennent déranger d'une certaine manière le marché, empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Ou utiliser cela, comme vous le disiez tout à l'heure, comme une arme finalement pour imposer aussi une arme de négociation, mais aussi de pression sur les adversaires. Absolument. Donc c'est une stratégie où on a vu à la fois la création de nouvelles alliances, oui, de partenariats, mais aussi la mobilisation de moyens financiers considérables. Donc il me semble que sur les 6 derniers mois, l'administration a mobilisé plus de 30 milliards de dollars sur cette question. Et donc, à travers aussi des instruments qui visent des pays partenaires, donc on a la Development Finance Corporation, mais on a aussi l'Exim Bank, donc, qui sont mobilisés dans le cadre de ces partenariats. Et je crois que c'est là où se trouve l'intérêt pour un pays comme le Maroc, c'est que ces instruments-là peuvent accompagner aussi les ambitions marocaines en termes de projets miniers, de projets liés à la transformation, à la valorisation. Et donc, c'est aussi une opportunité pour le Maroc de s'associer à des acteurs américains sur ces questions-là. Le deuxième volet qui est important pour moi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, le Maroc est perçu comme un partenaire fiable. Et donc, c'est aussi, ça fait partie de ce que le Maroc essaie de promouvoir, du positionnement auquel le Maroc aspire, celui d'un partenaire fiable qui peut parler à tout le monde, qui peut travailler avec tout le monde. Et donc, c'est un positionnement qui ne peut être que bénéfique pour les ambitions marocaines
ambition industrielle bien sûr, mais aussi ambition stratégique de manière générale. Alors, si vous êtes notre invité aujourd'hui, Oussama Taïbi, donc vous êtes certes expert de relations internationales, vous êtes aussi le co-auteur de ce policy paper du Policy Center for the New South intitulé « L'avenir se décide aujourd'hui pour une stratégie marocaine des minerais critiques et stratégiques ». Vous êtes co-auteur donc de ce policy paper où vous détaillez cette ambition marocaine, c'est-à-dire si nous aspirons à intégrer cette chaîne de valeur mondiale des minerais critiques, il y a certains prérequis. Mais avant de parler des prérequis, quel est le potentiel aujourd'hui des minerais critiques pour un pays comme le Royaume du Maroc? Je crois que, en fait, si on prend la focale et qu'on regarde de haut, les minerais critiques diffèrent d'un pays à l'autre. Et donc, le Maroc peut se positionner sur ces marchés-là, dépendamment du fait que pour cette économie ou pour l'autre, il y ait un besoin spécifique sur des minerais. Aujourd'hui et de manière générale, il y a un besoin de diversification des partenaires. Donc c'est là où on a vu aussi un effort qui est fait par des économies avancées en Europe, aux États-Unis, pour essayer de multiplier les investissements. Et donc, ça s'accompagne aussi avec une ambition qui nous est propre, celle de développer le secteur minier, donc sur le plan national, de promouvoir la souveraineté industrielle. Et donc, c'est là où ces deux se rencontrent. On a le contexte général qui est celui d'une volonté de diversifier les partenaires et d'investir et de travailler ensemble avec de nouveaux partenaires qui peuvent être perçus comme étant fiables. Et pour nous, la volonté de monter dans la chaîne de valeur, de promouvoir notre souveraineté industrielle et de bénéficier de cette fenêtre d'opportunité que nous offre ce contexte international. Et peut-être aussi construire une stratégie en bonne et due forme dédiée à ce pan de l'industrie extractive. Absolument. Je pourrais vous détailler. En fait, pour la stratégie nationale, il me semble que, comme vous l'avez mentionné, nous ne disposons pas aujourd'hui d'une stratégie dédiée aux minerais critiques, mais il y a aussi une révision qui est en cours du cadre minier. Et donc, dans le cadre de cette révision, il est prévu la création d'un comité national technique qui est dédié aux minerais critiques. Et donc, ce comité va superviser l'utilisation de ces minerais et essayer de s'assurer qu'ils sont en ligne avec les ambitions en matière de souveraineté industrielle. Donc, il y a aujourd'hui... Est-ce qu'on dispose déjà des données géologiques suffisantes pour vraiment connaître le véritable potentiel que nous avons en termes de minerais critiques? Je crois que c'est un volet sur lequel on peut travailler, bien sûr. Mais même pour le potentiel géologique qui est aujourd'hui avéré, il faudrait aussi multiplier, on va dire, les efforts pour essayer de l'exploiter de manière encore plus optimale et encore plus bénéficiaire, qui puisse être beaucoup plus bénéfique au Maroc. Amaury de Féligonde, un mot sur le potentiel marocain. Il est réel aujourd'hui. Est-il exploité à sa juste valeur? Alors moi, ce qui me paraît intéressant au Maroc, ayant eu la chance d'y travailler depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, c'est de voir que le Royaume du Maroc a réussi à créer de façon systématique et assez structurée un certain nombre de chaînes de valeur intégrées, partant parfois de pas grand-chose. Je citerai évidemment deux exemples qui sont assez évidents. C'est la chaîne de valeur de l'automobile, où une capacité d'export et d'import substitution a été bâtie au Maroc en une quinzaine d'années, notamment avec Renault et Peugeot sur les sites de Tanger et de Knetra. De la même façon, ça a été fait sur le secteur de l'aéronautique, en surfant un petit peu sur cette vague du reshoring, du nearshoring, pour utiliser des mots bien français, qui sont encore plus en vogue aujourd'hui, qui a cette espèce de rivalité qui s'est réveillée notamment entre la Chine et les États-Unis. On a vu aussi, au niveau du phosphate, dont le Maroc est un des leaders mondiaux, puisque 70% des réserves mondiales du phosphate, qui est un ingrédient clé pour assurer
que la population mondiale sera nourrie dans le long terme, on a vu que le Maroc a réussi à passer d'un acteur minier à un acteur réellement intégré de la mine, en passant par la chimie jusqu'au produit final qui est l'engrais. Et demain, de l'engrais vert grâce à l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on a aussi de nouvelles chaînes de valeur qui se développent en utilisant ces fameux minerais critiques, parce que ces minerais critiques sont utilisés, par exemple, dans la filière des batteries. On a aujourd'hui de grandes usines de batteries qui sont en cours de mise en place au Maroc, notamment au niveau du site de Jorf Lasfar. On a aussi une usine de transformation de graphite qui va être mise en place, avec du graphite qui viendra d'Afrique subsaharienne, notamment de Guinée, qui devrait être transformé au Maroc. Et on a évidemment un champion national qui intervient notamment sur des filières comme le cuivre, comme le zinc, comme le plomb, qui sont encore une fois des minerais critiques, en la personne de Managem, de la société Managem. Donc, on a quand même aujourd'hui un certain nombre de très grandes réussites, parce qu'on parle beaucoup d'obstacles en Afrique, de problèmes, de choses à régler, mais on a aussi, notamment au Maroc, un certain nombre d'exemples qui montrent que quand il y a une volonté, il y a une voie et il y a une possibilité de mettre en place les choses. Et le Maroc l'a montré sur un certain nombre de chaînes de valeur et est en train de travailler là-dessus, notamment avec Managem, avec les batteries, mais aussi, et ça a été annoncé relativement récemment, avec un appui massif du bailleur américain, DFC, pour une usine de production de polysilicium. Polysilicium, qui est un minerai, en tout cas un matériau utilisé dans la production notamment des panneaux solaires. Donc on a un certain nombre d'initiatives très importantes qui sont développées au Maroc, y compris en collaboration avec les États-Unis. Alors justement, en dehors des États-Unis, qui s'intéresse aujourd'hui aux minerais critiques du Maroc ? Alors, qui s'intéresse aux minerais critiques du Maroc ? Alors, déjà, le Maroc n'est pas évidemment le plus grand producteur de minerais critiques. Si on enlève le phosphate, qui n'est pas défini comme un minerai critique, mais qui est en fait tout de même une matière première extrêmement stratégique pour l'ensemble du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Maroc peut se placer aujourd'hui comme une alternative, notamment en tant que producteur, en tant qu'intégrateur de nouvelles chaînes de valeur intégrées par rapport à la Chine. Je prends un exemple sur la production de polysilicium. Aujourd'hui, à peu près 90% est faite en Chine. Et aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour les Européens, pour les Américains, à ce qu'un pays comme le Maroc puisse accueillir sur son sol une grosse unité de production de polysilicium, unité qui sera compétitive grâce à un coût de l'énergie renouvelable qui sera très compétitif, grâce à tout un processus d'obtention de permis qui est beaucoup plus facilité au Maroc par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, grâce à l'acquisition de foncier qui est disponible, notamment au sein de parcs industriels, de zones économiques spéciales, grâce à des subventions qui vont pouvoir être accordées par l'État marocain. Donc il y a vraiment un rôle qui peut être joué par le Maroc comme un partenaire de confiance alternatif par rapport à la Chine pour développer des nouvelles industries qui vont ensuite faire d'import-substitution pour tout le programme de développement de fermes solaires au Maroc, s'agissant du polysilicium, mais qui vont aussi permettre d'exporter ces produits en Europe et aux États-Unis de façon alternative à la Chine. Donc c'est très intéressant de voir ce rôle manufacturier que peut jouer le Maroc aujourd'hui. Et le secteur manufacturier, l'écosystème industriel est prêt aujourd'hui pour l'industrialisation de ces minerais critiques? En tout cas, ce qu'on voit au Maroc et ce qu'on voit dans très peu de pays africains évidemment, mais même ce qu'on voit peu en Europe et aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc offre non seulement aux investisseurs locaux, marocains, y compris les investisseurs publics, comme la CDG, comme le fonds Mohamed VI, etc., et offre aux investisseurs internationaux une plateforme
qui permet de mettre en place des gros projets manufacturiers alternatifs à la Chine. Je parle du secteur des batteries, des gigafactories, des automobiles, des gigafactories, du polysilicium, de l'assemblage des cellules et des modules de panneaux solaires. On peut faire ça au Maroc grâce à un certain nombre d'avantages compétitifs qui existent au Maroc et qui existent parce qu'il y a eu, depuis une vingtaine d'années, une véritable stratégie industrielle, logistique, fiscale, foncière, mise en place par l'État du Maroc. Un mot d'abord, à présent plutôt, sur la diversification des chaînes d'approvisionnement, une réponse aux risques géopolitiques, Oussama Taïbi? Absolument. Donc, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les restrictions à l'exportation des matières premières critiques, minerais critiques ou terres rares, ont explosé. Donc, il me semble que l'OCDE a recensé une multiplication par 5 de ces restrictions entre 2009 et aujourd'hui. Cela concerne les quotas, les taxes et les licences. Et donc, c'est aujourd'hui une réalité avec laquelle nous devons composer. Et si on rajoute à cela le contexte général dont je vous ai parlé, sur la fragmentation géopolitique, sur les tensions économiques, cela renforce le besoin d'une diversification. Et c'est le contexte dans lequel on a vu les États-Unis, d'abord sous l'administration Biden, lancer un certain nombre d'initiatives, comme le Mineral Security Partnership, mais aussi l'Union européenne lancer par exemple la législation européenne sur les matières premières critiques. On a vu émerger des cadres multilatéraux pour essayer aussi de rassembler et de créer ce qu'on pourrait appeler des coalitions de capacité, c'est-à-dire qu'on met ensemble les pays qui ont par exemple le savoir-faire sur la transformation, sur le raffinage. Je pense notamment au Japon, à la Corée, avec des capitaux par exemple qui viennent du Moyen-Orient et d'autres pays. Donc pour essayer de chercher des complémentarités et pour justement sortir de cette dépendance vis-à-vis de fournisseurs uniques ou bien d'un certain nombre de fournisseurs limités qui ne sont pas forcément considérés comme fiables. Et c'est une nouvelle forme finalement de partenariat Nord-Sud qui est en train de s'installer, notamment sur ces minerais critiques. Absolument. C'est aussi, il me semble aussi que c'est l'expression d'une recomposition même du travail, on va dire, et des partenariats internationaux. Avant, on était dans des schémas qui étaient multilatéraux, qui classiques, lourds, avec beaucoup de pays. Aujourd'hui, on est dans des schémas plurilatéraux avec un nombre limité de pays, des coalitions de volontaires, des coalitions de capacités. Et donc, c'est une redéfinition, d'une certaine manière, de la façon avec laquelle les pays travaillent ensemble, avec laquelle les pays se mettent ensemble pour réaliser des objectifs communs et pour préserver leurs intérêts nationaux et leur compétitivité économique. Exact, et pour créer aussi de la valeur ajoutée pour les populations. Et c'est ce qu'on a, et c'est un peu le talon d'Achille, hein, vous le disiez au tout début de cette émission, de beaucoup de pays africains producteurs de minerais, critiques ou pas, en tout cas de ressources qui disposent sur leur sol de ressources naturelles conséquentes, mais qu'on a vu qui sont sous-exploitées. Je voudrais revenir d'ailleurs sur ces chiffres de l'Africa Finance Corporation. C'était à l'occasion du Mining Indaba de février 2026. Et ces chiffres, 20% de la richesse minérale mondiale se trouve en Afrique. On parle de 30% des réserves mondiales de minerais critiques, lithium, cobalt, manganèse, terres rares, graphite et j'en passe. Un mot d'abord sur ces secteurs et l'industrialisation de ces secteurs, même si vous disiez que quand on parle de l'Afrique, on parle beaucoup d'obstacles, mais ce sont aussi ces obstacles-là, parce que quand il n'y a pas d'infrastructure, quand il n'y a pas de politique minière et industrielle, quand il y a une dépendance au marché extérieur qui maintient ce modèle extractif à faible valeur ajoutée, comment sortir de cette spirale, Amaury de Féligonte? Alors, moi, encore une fois, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est d'étudier
des cas, et nous, en tant que praticiens du continent africain, en tant que financeurs d'un certain nombre de ces projets miniers, de transformation, de logistique, on a la chance de voir beaucoup de projets qui avancent, qui transforment l'Afrique, qui créent de la valeur locale, qui créent de l'emploi local, qui créent des recettes fiscales locales. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais chez McKinsey il y a une quinzaine d'années, de travailler très modestement à la transformation de l'Office chérifien des phosphates, qui est passé d'un gros producteur minier à un producteur chimique, puis de plus en plus qui est allé vers des produits finis, des engrais. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de montrer ça comme un exemple, comme un proof of concept de choses qui fonctionnent. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est que nous sommes sollicités sur la RDC pour une étude visant à créer une zone économique spéciale, un parc industriel dans ce qu'on appelle la Copper Belt, donc de la région de Kolwezi en RDC, zone industrielle qui a pour but de faire de l'import-substitution, c'est-à-dire tout ce qui est acide, qui vont être utilisés pour raffiner les différents minerais, tout ce qui est explosif, voilà, les produire sur place ou leur faire subir une transformation sur place pour créer de la valeur ajoutée. Mais aussi de mettre en place un certain nombre d'unités industrielles dans cette Copper Belt au sein du Congo, de façon petit à petit à descendre la chaîne de valeur et à transformer localement ces différentes matières premières qui, en effet, aujourd'hui, sont essentiellement exportées brutes. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir que nous, on est très sollicités, que ce soit sur ces parcs industriels, que ce soit sur des corridors logistiques, le corridor de Lobito, le corridor qui va aller de Kolwezi à Kasumbalesa, puis à des ports d'exportation sur la Tanzanie ou l'Afrique du Sud, et de participer à ce développement, non seulement au niveau des mines, mais aussi au niveau de la logistique et au niveau d'une certaine transformation locale. Alors, quand vous dites local, c'est aujourd'hui de développement à terme de batteries dans cette Copper Belt. Ça, c'est très intéressant. Donc, quand vous dites local, c'est une chaîne de valeur régionale ou nationale isolée? Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, sur la logistique, c'est forcément quelque chose de régional, puisque, par exemple, le Congo est assez largement enclavé, en tout cas cette Copper Belt qui se trouve au sud, à l'extrême sud-est de la RDC. Donc là, on va voir, par exemple, le corridor de Lobito, qui a été assez largement financé par les États-Unis, justement, dans le cadre de cette rivalité géopolitique avec la Chine, qui aujourd'hui est extrêmement présente dans le secteur minier en RDC. On va avoir ce corridor qui va venir de la RDC, qui va traverser l'Angola, qui va arriver à un port en Angola pour avoir une exportation. On va pouvoir avoir des coopérations entre la Zambie et la RDC sur des parcs industriels qui sont encore au stade de l'étude, mais en tout cas, c'est très prometteur. On va avoir un certain nombre d'industriels internationaux qui vont venir investir en RDC et donc une coopération internationale qui va se mettre en place, Europe, États-Unis, RDC ou Chine, Europe, RDC, pour pouvoir transformer sur place. Donc tout ça dans le cadre de cette zone qu'on a appelée une sorte de scandale géologique qui est la RDC. Tout ça, c'est encore au niveau des ingrédients. C'est pas encore complètement mis en place, mais en tout cas, le futur est vraiment là. Mais pour ça, comme vous le citiez très justement, il faut un certain nombre de certaines bonnes fées se penchent sur le berceau. Il faut de l'électricité qui soit fiable, au bon prix. Il faut de la formation des personnels, il faut de la logistique, il faut beaucoup de choses. Il faut du financement. Et pour qu'il y ait du financement, il faut dérisquer le secteur minier pour les investisseurs. Comment se porte aujourd'hui, justement, le secteur minier d'un point de vue purement financier? Je commencerai par M. de Féligonde et je vous adresserai la même question, Oussama Taïbi. Donc, alors, je vais essayer d'être bref, mais on parle d'un continent où il y a 54 pays, avec des cas aussi différents que le Maroc, avec Managem sur le cuivre, avec l'OCP sur le phosphate, etc. La Guinée-Conakry, avec ses méga gisements de fer, avec le Gabon, qui est un poids lourd sur le manganèse,
avec la RDC, dont je viens de parler relativement longuement. Donc, il y a des cas de figure qui sont extrêmement divers, mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté internationale des grandes puissances, on l'a déjà dit, de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs comme le Japon, comme la Corée du Sud, ou d'acteurs comme le Maroc, d'investir sur ces chaînes de valeur, de se faire une place et de réorganiser des secteurs qui s'étaient organisés d'une certaine façon pendant les 20 dernières années et qui, dans le cadre de cette rivalité géopolitique nouvelle, vont, pour le long terme, devoir être complètement reconfigurés. Mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté, il y a de l'argent. On voit que la DFC américaine qui avait un petit peu quitté le continent, donc le bailleur de fonds américain qui avait un petit peu quitté le continent, se réimplique à fond. On voit qu'il y a une véritable politique en cours de développement par l'Union européenne pour essayer de rétablir cette souveraineté européenne sur un accès aux minerais critiques, parce que, encore une fois, ces minerais critiques, c'est ce qui va rentrer dans l'électronique. L'électronique, c'est les voitures. C'est ce qui va rentrer dans les batteries. Les batteries, c'est aussi les voitures, c'est les énergies renouvelables, c'est les éoliennes, etc., etc. C'est la défense aussi. Et on voit que même l'Europe se réveille sur la défense avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est véritablement critique, y compris pour les Européens. Oussama Taïbi, le secteur minier est-il aujourd'hui attractif pour les investisseurs? Je parle bien sûr 54 pays en Afrique, mais si on prenait par exemple l'exemple du Maroc, est-ce que c'est attractif pour les investisseurs? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui reste à améliorer? Je crois qu'il est attractif parce qu'aujourd'hui, il y a une demande qui explose. Donc, si on se réfère aux chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, la demande pourrait quadrupler dans le scénario des politiques déclarées d'ici 2030 pour les minerais clés pour la transition énergétique, par exemple. Il y a un intérêt, il y a une attractivité parce qu'aujourd'hui, il y a des fonds publics qui sont débloqués pour accompagner ces projets. Et en fait, pour dérisquer, pour faire en sorte que l'attractivité augmente encore plus, il y a un travail qui doit être fait au niveau des producteurs, au niveau des pays qui cherchent à attirer ces investissements, qui cherchent à développer leur chaîne de valeur au niveau national. Et donc ce travail concerne une visibilité réglementaire, bien sûr, une stabilité sur la fiscalité, par exemple, une prévisibilité des cadres d'investissement. Donc, et bien sûr, la mise en place d'incitations aux investisseurs qui souhaiteraient venir s'implanter dans ces pays-là. La particularité du secteur minier, c'est que les projets prennent du temps pour voir le jour. Donc, il me semble qu'en moyenne, on peut compter une dizaine d'années pour voir le projet d'une mine voir le jour. Et donc, donner cette prévisibilité, donner cette visibilité sur les cadres réglementaires, c'est ce qui permet aussi de rassurer les investisseurs quant aux risques potentiels. Et donc, c'est sur cela que les pays doivent travailler. Mais il me semble aussi qu'il faut aussi chercher, dans le contexte, par exemple, africain, un maximum de complémentarité et la création de chaînes de valeur régionales. Il y a en Afrique aujourd'hui, on va dire, une limite liée aux marchés nationaux. Dans plusieurs pays africains, l'industrie n'est pas forcément assez développée pour absorber la production de ces mines. Et donc, il faut chercher une complémentarité, il faut chercher à élargir. Et je crois que le cadre offert par la ZLECAf, par exemple, permet de chercher ces complémentarités-là. Et si on veut prendre un exemple concret, on a aujourd'hui le cas de la RDC et de la Zambie qui travaillent sur une zone économique spéciale pour essayer de fabriquer des précurseurs de batteries pour véhicules électriques, par exemple. Et donc, chercher ces complémentarités et la mise en commun de moyens pour, par exemple, former des cadres,
pour aussi faire de la recherche et du développement. C'est ce qui permettra aussi de renforcer cette attractivité des pays africains de manière générale. Et renforcer aussi, peut-être redynamiser l'intégration régionale à travers les minerais critiques. Absolument. Mais là, cela nécessite un point essentiel, fondamental, ce sont les corridors. Comment de nouveaux corridors peuvent-ils voir le jour grâce aux minerais critiques aujourd'hui? Puisque vous avez parlé de cette complémentarité, certains évoquent aussi la co-industrialisation. Comment ces corridors peuvent être la clé? Comment surtout les activer au sein de notre continent? Je crois que la question des corridors vient en parallèle à celle des infrastructures. Oui. Il faut travailler sur des infrastructures qui puissent lier justement les pays africains. Il faut travailler sur un certain nombre de restrictions qui empêchent aujourd'hui un commerce bilatéral entre pays africains et donc à dynamiser les échanges économiques entre pays africains. C'est ce qui va permettre l'émergence de ces corridors, c'est ce qui va permettre aussi de créer ces chaînes de valeur régionales qui, à terme, peuvent faciliter la transformation industrielle du continent. Alors, c'est intéressant parce qu'au tout début de cette émission, Amaury de Féligonde, vous avez évoqué deux écosystèmes qui réussissent dans notre pays, ces nouveaux métiers qui ne sont plus si nouveaux que cela, hein, l'automobile et l'aéronautique. Mais quand on voit qu'un secteur tel que les énergies renouvelables est en plein boom dans notre pays, comment y associer, y pluguer un véritable écosystème industriel qui puisse répondre aussi à la demande et aussi atteindre des taux d'intégration aussi honorables, j'ai envie de dire, que ceux de l'automobile et de l'aéronautique, en se basant aussi sur cette nouvelle chaîne de valeur des minerais critiques. Alors, vous parlez ici d'un thème qui est extrêmement fondamental, notamment pour un pays comme le Maroc, qui a d'une part une population jeune, donc il faut employer, et d'autre part une capacité assez exceptionnelle comparée à ses voisins de produire des ingénieurs et des techniciens de haut niveau, ce qui est une très grande réussite du Maroc. Donc comment est-ce qu'on utilise cette population et comment est-ce qu'on la met au travail? Encore une fois, sur le secteur de l'automobile, sur le secteur de l'aéronautique, on a réussi à développer des usines qui produisent des automobiles et on a réussi à attirer dans des parcs industriels, notamment à Tanger et à Knetra, ce qu'on appelle des fournisseurs de rang 1, 2 et 3 de l'industrie automobile, ce qui a créé des centaines de milliers d'emplois. Comment est-ce qu'on fait la même chose dans le cadre que vous décrivez, qui est le développement accéléré, non seulement pour les besoins du grand public, mais aussi pour les besoins de l'industrie, notamment l'OCP. On parle pour l'OCP de la mise en place de l'ordre de 7 gigawatts de solaire à horizon 2030 ou 2037, ce qui est gigantesque. Dans ce cadre-là, il y a une politique du Maroc aujourd'hui qui est d'essayer d'intégrer cette chaîne de valeur solaire en mettant en place d'une part un programme manufacturier d'assemblage de cellules et de modules, d'une part, donc qui est un grand projet manufacturier, et d'autre part, un projet qui est soutenu aujourd'hui par la DFC américaine, qui est cette fameuse unité de production de polysilicium que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, on voit qu'il y a le début d'une création d'une chaîne de valeur un peu intégrée qui va conduire à la mise en place de ces fermes solaires, non seulement pour l'ONE, mais aussi pour l'OCP, etc. Donc on voit vraiment le début de cette politique dont on espère qu'elle portera autant de fruits que l'aéronautique et l'automobile, qui sont de très grands succès pour le pays. Mais en tout cas, nous, on a la chance, en tant que praticiens, de travailler sur ces projets. Mais comment assurer que les bénéfices des minerais profitent aux populations locales, que ce soit au Maroc ou sur le reste du continent? Parce que là, c'est aussi un sujet fondamental. Il s'agit de l'humain avant tout. Absolument. Ben écoutez, je pense que c'est, encore une fois, multifactoriel. Il y a l'aspect mine. Comment est-ce qu'on fait, non seulement pour avoir des mines qui produisent, et donc qui créent de la richesse locale, ne serait-ce que par les impôts, par les royalties qui sont payées aux États,
mais aussi avoir des mines, je dirais, qui sont d'un point de vue environnemental et social acceptables, ce qui est un très grand enjeu, évidemment, mais aussi des mines qui, derrière, vont donner lieu, et on l'a répété tout au long de cette émission, à des unités de transformation qui vont être de plus en plus complexes et qui vont permettre d'utiliser des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens. C'est très compliqué à mettre en place en Afrique, puisque dans la plupart des pays, évidemment, on n'a pas une qualité de l'éducation supérieure comme au Maroc ou aux États-Unis ou en Chine. Donc c'est un véritable enjeu. Ensuite, il y a l'enjeu, évidemment, de l'emploi dans la logistique, puisque faire du camionnage, mettre en place des trains, construire ces immenses corridors logistiques qui peuvent faire des milliers de kilomètres comme le corridor de l'Obito, ça emploie énormément de gens. Donc voilà, tout ça, c'est une machine qui doit se mettre en branle, qui commence à se mettre en branle. Le corridor de l'Obito, aujourd'hui, c'est 750 millions de dollars qui ont été mis en place par la DFC américaine et par la Development Bank of South Africa pour développer cet immense corridor logistique qui va de la RDC jusqu'à l'Angola. Donc tout ça, c'est des emplois, tout ça, c'est de la création de valeur locale, tout ça, c'est le développement du continent africain qui doit être fait, encore une fois, pour les populations en préservant l'environnement, ce qui est évidemment un énorme défi. Bien sûr. Bien sûr, et qui concerne aussi les populations, parce que quand il y a pollution, les premiers à en souffrir, ce sont les populations qui vivent dans le périmètre de ces mines. Un dernier mot, Oussama Taïbi, si on devait résumer une stratégie nationale idoine pour le secteur des minerais critiques en quelques points, comment parce que vous avez travaillé sur le sujet, n'est-ce pas, au sein de ce policy paper. Que peut-on retenir pour vraiment lancer une stratégie en bonne et due forme pour notre pays? Je pense que le premier volet, c'est la valorisation. Et donc, travailler à chercher, on va dire, des complémentarités avec les filières industrielles nationales. Essayer même de se positionner sur la transformation et le raffinage pour les minerais dont dispose le Maroc, mais aussi servir d'une sorte de hub régional connecté à l'ensemble des pays d'Afrique, d'Europe et au-delà de chaîne de valeur mondiale. Et je crois que le deuxième volet sur lequel cette stratégie doit s'articuler, c'est le volet positionnement international et donc chercher à adhérer, à construire, à co-construire des partenariats. Et je crois que le Maroc, en ce sens, dispose d'une légitimité. C'est un pays minier. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. C'est près de 20% des exportations nationales. C'est en 2023, il me semble, 49 000 emplois et plus de 100 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et plus d'1 milliard de dirhams d'investissement. Donc c'est un secteur qui est très important pour l'économie nationale. Le Maroc est un pays qui dispose d'infrastructures qui lui permettent de jouer ce rôle-là, qui dispose d'une fiabilité auprès des partenaires, nous l'avons rappelé au cours de l'émission. Et c'est aussi un pays qui a des facilités d'accès à différents marchés à travers le monde. Et donc, de par sa position géographique, de par les alliances qu'il pourra nouer, le Maroc peut se positionner à l'international comme ce hub fiable sur lequel on peut s'appuyer sur ces questions-là. Et bien sûr, le bénéfice que tirera le Maroc, c'est qu'on pourra monter en termes de chaîne de valeur. Exact, de transformer pour upscaler aussi le positionnement du Maroc dans cette géopolitique. Renforcer notre souveraineté industrielle et ne pas dépendre, ne pas être vulnérable face aux aléas géopolitiques. C'est quelque chose qui sera très bénéfique au pays. Exactement. Et rappelons quand même que nous disposons au Maroc de cobalt, nous disposons de lithium, nous disposons du niobium, même d'uranium et sans oublier bien sûr les terres rares. Un mot de la fin, Amaury de Féligonde. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est aussi extrêmement intéressant au Maroc, c'est les capacités de recherche et développement.
parce que tant que la recherche et le développement se font en Europe, aux États-Unis ou en Chine, on reste tout de même en position d'infériorité. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, encore une fois, c'est cette capacité qu'a le Maroc aujourd'hui, à travers ses grandes écoles, à travers l'université Mohamed VI, par exemple, à pouvoir bénéficier de transferts technologiques et à pouvoir mener ses propres recherches, son propre développement, de façon à remonter dans les chaînes de valeur, à créer plus de valeur locale et à avoir non plus cette position d'infériorité, mais cette position réellement de pouvoir déposer des brevets, de pouvoir développer des produits à plus forte valeur ajoutée. Et c'est ça aussi qui me paraît être l'avenir. Avoir la main sur la mine et vous rappeler tous les minerais que le Maroc a aujourd'hui, mais avoir aussi la main sur cette recherche et développement. Voilà, c'est tout ça qui fait la puissance d'un pays et c'est là-dessus que travaille sur le Maroc avec encore une fois beaucoup de succès et des succès dont j'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux dans le futur, y compris sur ce secteur des minerais critiques. Des succès que nous allons certainement commenter dans cette émission avec vous et avec d'autres experts. En tout cas, je voudrais vous réitérer mes remerciements au nom de Médien TV. Amaury de Féligonde, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre accueil. Et merci à vous aussi, Oussama Tabi. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.